Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du IELTS. Alors le IELTS, c'est un test de langue en anglais pour certifier son niveau d'anglais. Alors plus qu'un avantage ou plus que le fait d'avoir une certification, le IELTS, c'est une nécessité pour ceux qui veulent aller à l'étranger pour s'inscrire à certaines universités ou à des fins d'immigration. Si je fais cette vidéo, c'est pour deux principales raisons. Bien sûr, c'est parce que vous m'avez été nombreux à me le demander dans mon ancienne vidéo. Alors, j'avais fait une vidéo sur laquelle je parle des tests de langue pour l'immigration au Canada. Et bien, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient qu'ils voulaient un peu plus d'informations sur ce IELTS en particulier. Et aussi, la deuxième raison, c'est parce que en cherchant du contenu sur YouTube ou autre, des vidéos qui parlent de ce test en langue française, je veux dire, le test est en anglais, mais je veux dire le test en langue, la vidéo en français, il y en a très très peu. Donc il y a très peu de personnes qui parlent de ce test en français. On va souvent trouver des vidéos qui parlent du IELTS en anglais, bien sûr, vu que c'est la langue du test. Alors, sans plus tarder, on entame la vidéo. Alors, je vais essayer d'aller sur les points essentiels, mais je vais prendre mon temps pour bien expliquer toutes les étapes, comment on s'inscrit, quelles sont les différentes épreuves dans ce test, et aussi, bien sûr, mes conseils, ce que je peux vous donner comme information sur chacune des épreuves. Et puis, bien sûr, j'utiliserai mon expérience. Bon, je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, j'ai passé ce test deux fois. Et en fait, dans les deux fois, il y a eu quelques petites différences dont je vais parler. Et bien, avant de commencer à parler du test en lui-même, alors je vais vous montrer juste un exemple de ce que vous avez comme un résultat, c'est-à-dire à la fin, lorsque vous avez passé votre test, etc. Vous avez un report, donc c'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est Test Report Form. Donc j'ai pris le mien que j'ai scanné pour la vidéo. Donc vous avez quelque chose qui se présente comme ça, donc c'est un document assez officiel. Donc on voit aussi qui c'est qui entre en jeu, donc le British Council, le IDP et le Cambridge Assessment English. Donc c'est un formulaire qui va se présenter comme ça. Alors on verra par la suite, moi j'ai passé le General Training, on verra par la suite qu'il y a aussi il y a deux types. Donc vous avez toutes vos informations personnelles et puis ensuite vous avez tous vos scores dans chacune des épreuves. Et ensuite le score général et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose, donc c'est, je dirais, c'est un peu le sésame pour beaucoup d'entre nous, d'accord, ceux qui cherchent à aller à l'étranger et puis aussi pour ceux qui cherchent à s'inscrire dans une université ou autre. Donc on entame la vidéo tout de suite. Eh bien, pour parler du IELTS, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une petite présentation sur laquelle je vais baser tout mon discours. Donc ça me permet aussi de tout résumer et de ne rien oublier. Donc on va commencer par parler du IELTS en général, comment choisir son IELTS, comment interpréter ses résultats. On verra aussi qu'il y a différents formats et types. On entrera bien sûr en détail sur chacune des épreuves, donc on prendra quelques exemples de temps en temps, où je vous donnerai quelques exemples de questions. On essaiera de voir comment trouver un centre d'examen et je finirai par quelques conseils et directives. Donc pour parler du ICE, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de prendre comme référence principale le site officiel, d'accord? C'est ce site-là, ok? Donc voilà, c'est le IELTS.org. Donc ça, c'est le site officiel sur lequel vous trouvez toutes les informations sur le IELTS et puis bien sûr de quoi réserver une place, etc. Bon, on verra ça par la suite. Donc je reviens sur ma présentation. Donc je vais commencer parce que le IELTS en général, bon, ça permet d'accéder soit à un travail particulier, soit pour faire des études à l'étranger, ou bien sûr pour l'immigration. Donc dans des pays où l'anglais bien sûr est une langue officielle. Par exemple, on peut prendre l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais pas que, hein, certaines aussi, il y a, parfois vous trouvez certaines formations à l'étranger qui demandent un niveau en IELTS pour pouvoir y accéder. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très demandé au niveau mondial. Donc voilà.
Bon, pour le IELTS, ce qui va être pris en considération, c'est quatre compétences qui sont l'écoute, la lecture, l'écriture et le fait de parler, bien sûr en anglais. Et en fait, ces quatre épreuves ou ces quatre compétences, chacune va avoir une note de 1 à 9 et vous allez avoir aussi une note globale, ce qu'on va appeler les band score. Parce que c'est pas une note sur 20 ou sur 30 ou sur 100, etc. C'est vraiment, vous allez avoir un certain nombre de points et ces points vont être convertis en un score ou un band score. Et bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, le IELTS, il est valide 2 ans, pas plus. Donc, pour choisir le IELTS, alors on a dit qu'il y a deux grands types. Vous avez le académique et le general. Alors, le académique, ça va être plus pour ceux qui vont faire des études universitaires ou bien ceux qui vont pour travailler. Alors, pour travailler, ça peut être aussi général, mais voilà, pour certaines fonctions, on demande le IELTS académique. Pour le IELTS General, ou ce qu'on appelle le General Training, vous allez l'utiliser surtout pour le boulot, voilà, de façon générale, et pour l'immigration, et aussi pour le travail. Donc, pour trouver, voilà, faut décider entre ces deux-là, suivant ce qu'on veut faire avec. Bien sûr, ça ne nous empêche pas de passer les deux, hein. Vous pouvez passer le General Training et le académique euh, pas en même temps le même jour, mais vous pouvez passer les deux. Je veux dire, dans la période de validité de l'un ou de l'autre. Ça ne vous empêche pas d'avoir les deux. Voilà, donc je reviendrai ensuite sur comment trouver qui demande l'académique ou le général. Maintenant, je passe plutôt à comment interpréter les résultats. Alors, je vais prendre un petit moment sur ça parce que c'est très très important. Alors, souvent, on dit voilà, j'ai un ICE de 6, de 7, etc. Mais il faut savoir ce que ça veut dire. Et lorsqu'on sait ce que ça veut dire, on peut, bien sûr, savoir sur quel point on devrait faire évoluer pour faire évoluer notre score. Donc, par exemple, pour ceux qui ont le IELTS 9, 9 c'est le maximum qu'on peut avoir. C'est des personnes qui vont maîtriser pleinement la langue, d'accord? Ils vont utiliser un anglais très approprié, d'une façon très fluide. Et puis, ils demandent surtout une compréhension totale. C'est-à-dire, tout ce qu'ils vont écouter ou lire, ils le comprennent à quasiment 100%. On va retrouver ensuite un niveau de compétence qu'on va appeler très bon utilisateur, qui est plutôt autour de 8, entre 8 et 9. C'est des personnes qui maîtrisent aussi la langue, d'accord, mais qui ont de temps en temps quelques imprécisions. Ils peuvent aussi comprendre mal certaines choses, c'est-à-dire qu'ils ont quelques couacs là ou dans l'écoute ou dans la lecture. Et puis, sinon, dans un contexte, je dirais, assez complexe et argumentaire, ils peuvent très très bien se débrouiller. Donc, après, on a le niveau bon utilisateur, c'est autour de 7. Et là, c'est toujours une maîtrise de la langue, mais d'une façon très opérationnelle, c'est-à-dire très un peu ciblée. Il y a des imprécisions, il y a parfois des usages inappropriés, ou parfois ils utilisent certaines phrases ou certains mots qui portent à confusion, hein, qui nous emmènent plutôt vers un malentendu. Mais ça reste quand même des utilisateurs de la langue qui peuvent entrer dans un certain raisonnement, qui peuvent utiliser un langage assez complexe, du vocabulaire soutenu, etc. Alors, je dirais que j'ai mis ces trois-là en premier parce que c'est principalement ceux qu'on va viser, d'accord? Le niveau 7, 8 et 9, c'est celui que tout le monde vise, que ce soit pour le travail, pour l'immigration, pour les études, etc. Après, ça ne nous empêche pas, il y a pas de raison, c'est-à-dire il y a des formations ou des universités qui acceptent le score 6 ou 5. Donc, pour le band score 6, c'est des utilisateurs qui sont considérés comme compétents. Ils maîtrisent la langue de façon assez efficace, il y a des imprécisions, des malentendus, etc. Mais qui peuvent toutefois comprendre un langage assez complexe,
surtout lorsque celui-ci est dans une situation, disons, familière, d'accord? Une situation de tous les jours, au café, à la maison, etc. Donc, voilà. Pour ceux qui ont un niveau de 5, donc c'est considéré comme des utilisateurs assez modestes, là, disons que la maîtrise de la langue, elle diminue un petit peu. Donc, c'est des personnes qui vont se débrouiller de façon générale, d'accord? Ils vont trouver un moyen de faire en sorte de se faire comprendre, d'accord? Mais qui sont susceptibles de faire beaucoup d'erreurs. Aussi, ils sont capables de gérer une communication de base dans leur domaine. Si je prends quelqu'un qui est dans l'agriculture, il va savoir parler d'agriculture en anglais, d'accord? Donc c'est pas des gens qui sont très très ouverts sur tous les domaines, qui peuvent pas se débrouiller dans tous les domaines, mais voilà, ils peuvent tenir une certaine discussion dans leur propre domaine. Les personnes d'un niveau 4, ça va être des utilisateurs dits limités. Donc ils sont vraiment limités, ça va être limité dans des situations familières, comme on a dit tout à l'heure. Ils vont avoir des problèmes de compréhension et d'expression. Donc ils vont avoir du mal à construire leurs phrases, à trouver les bons mots à dire dans telle situation. Et puis voilà, c'est quasiment impossible pour eux de tenir une discussion assez longue avec un langage complexe ou soutenu. Donc voilà, pour ceux qui sont dans ces band scores-là, pour ceux qui ont déjà passé le ICE ou qui font des tests en ligne et qui arrivent à ces scores-là, donc je dirais 4 et 5, il faudrait vraiment faire des efforts dans certaines, là où ça va pas, hein, pour espérer au moins avoir le 6. Alors moi, ce que je conseille, c'est au moins d'avoir 6, 6,5, voire même 7 au minimum, pour être sûr que son IELTS est assez bon pour un peu tout. Donc pour ceux qui sont dans le 4 et 5, vous voyez que voilà, il suffit d'ouvrir un petit peu son champ de travail pour arriver au 6. Alors ensuite, bon, les trois derniers niveaux, c'est le niveau 3, 2 et 1. Bon, je ne vais pas trop en parler, mais c'est souvent des personnes qui, bon, bien sûr, où l'anglais n'est pas la langue maternelle, ou c'est des personnes qui ont des études, mais très très de base en anglais. Et voilà, c'est des personnes qui doivent vraiment faire l'effort de réapprendre la langue, de l'utiliser un peu plus pour pouvoir espérer un meilleur score. Donc, ce soit des utilisateurs extrêmement limités, des utilisateurs intermittents ou ce qu'on appelle des non-utilisateurs, d'accord? Donc, vous voyez, le niveau, je dirais, le plus élevé dans ces trois-là, c'est le 3. Et voilà, c'est des personnes qui comprennent un peu le son général lorsqu'ils entendent quelqu'un parler. Ils savent à peu près de quoi ça parle. Mais lorsque c'est à eux de communiquer, ils sont quasiment incapables de communiquer facilement ou du moins à faire transférer l'information qu'ils veulent. Et puis pour le niveau 2 et 1, voilà, c'est vraiment les niveaux les plus bas. Et c'est des personnes qui ont des difficultés à comprendre l'anglais de façon parlée ou écrite ou qui sont incapables d'utiliser la langue. Voilà. Donc les niveaux 1, 2, 3, c'est les niveaux qu'il ne faut surtout pas avoir, d'accord? Si vous faites des tests sur internet et que vous êtes dans ces trois niveaux-là, c'est pas la peine de booker un test. Il faut vraiment attendre et faire travailler son niveau de langue pour espérer au moins être dans les 4, 5, 6 et pourquoi pas 7, 8, 9. Donc voilà, j'ai pris le temps d'en parler parce que c'est quand même important. Ça permet à chacun de savoir où est-ce qu'il en est et puis de faire évoluer ce qui va pas. Donc, bon, après la question qui va se poser, c'est bien sûr de quel score j'ai besoin, d'accord? Donc parfois on passe le IELTS, bien sûr, je dirais pas parfois, mais souvent, pour un but assez précis. Donc vous pouvez déjà vous rendre ici. Donc c'est des listes qui sont assez indicatives. C'est pas une liste exhaustive. Alors, je vais lancer ça. Voilà. Donc dans cette liste, alors ici dans le site officiel du IELTS.org, vous avez cette page qui dit Who accepts IELTS score. Donc si par exemple vous visez un certain pays ou certaines organisations, des universités, etc. Par exemple j'ai mis University of Texas et je vais aller chercher. Donc il va me donner, alors ce que je vais retrouver ici,
c'est par exemple tout ce qui se rapporte qui se rapporte de loin ou de près à l'université de Texas. Donc vous avez par exemple Frontworth School of Law, University of North Texas, University of North Texas Health Science, etc. Donc vous avez plusieurs institutions, organisations. Vous avez le type de l'organisation et vous avez à titre indicatif ce qu'il demande comme minimum. Donc vous avez ici le minimum requis. Donc par exemple là il demande un minimum de 6.5, là il demande un minimum de 7, etc. Donc c'est comme ils disent ici, c'est donné à titre indicatif, mais déjà on voit que ça tourne autour plutôt de 6,5, 7. Donc parce que c'est des universités, etc. Donc vous pouvez chercher l'organisation que vous visez ici et vous trouverez. Sinon vous avez une façon assez voilà, de chercher de façon avancée, soit pour de l'éducation, soit pour du travail ou des postes dans le gouvernement, etc. Donc, vous pouvez chercher par pays aussi, par État, une fois que vous avez choisi le pays, etc. Donc, c'est un outil qui est donné à titre indicatif, mais c'est quand même un outil qui va déjà vous donner le minimum de ce que vous devez avoir dans le IELTS. Donc, si vous n'avez pas ces scores-là, c'est pas la peine d'aller postuler à tel ou tel endroit. Donc, après, vous pouvez aller dans les sites en question de l'entreprise, de l'organisation en question. Et puis, vous trouverez certainement une information sur ce qui est demandé. Mais là, ça vous donne une idée. Donc, je reviens sur ma présentation. Donc, je continue. Donc là, on va passer au format type et ce qu'il y a de différent entre eux. Donc, que ce soit le IELTS académique ou general, donc on ne voit pas encore la différence entre les deux. Mais pour les deux, vous pouvez soit les passer sous format papier, ce qu'on appelle le paper-based, soit sous format sur ordinateur ou computer-based. Et il y a une option assez récente depuis 2022 qui est le fait de passer l'académique sur computer-based online. Donc là, on va voir la différence entre chacun et l'avantage de chaque type. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est que tous les aspects, c'est-à-dire les types de questions, le contenu, la structure des questions, les délais, la façon d'être noté, sont tous les mêmes. Sauf, j'ai mis un petit astérix ici pour le délai. On verra par la suite qu'il y a une toute petite différence lorsqu'on passe le IELTS sous format papier ou sur ordinateur. Donc, le papier, c'est full papier, tout sur papier. Le computer based, c'est tout sur ordinateur. Il n'y a que la partie speaking, donc parole, discussion, où ça se fait avec bien sûr une personne physique. Donc, je vais me focaliser maintenant sur le paper-based. Alors pour le paper-based, que ce soit toujours académique ou général, les deux. L'avantage, c'est le plus répandu, donc voilà, les plus de centres d'examen qui proposent, quasiment tous les centres d'examen le proposent, le paper-based. L'avantage aussi, c'est que les ressources pour la préparation, il y en a vraiment beaucoup. D'accord, vous allez trouver, depuis le début du IELTS, vous allez trouver plein de ressources sous format papier. C'est plus adapté à ceux qui préfèrent manipuler du papier, d'accord. Certains d'entre nous préfèrent passer l'examen sous papier avec un stylo, etc. Et l'épreuve d'entretien, donc le speaking, se tient généralement un autre jour. Donc pour le format papier, généralement c'est soit la veille, soit le lendemain, soit un peu 2 jours avant, où vous avez une des épreuves qui est le speaking ou la discussion, qui va pas se faire le même jour. Pour se faire le même jour, je dirais que c'est très rare parce que sous format papier, ça dure toute une matinée et on fait la partie speaking un autre jour. Ça peut être un avantage, d'accord? On peut être en forme, plus en forme pour la partie speaking. Voilà, donc pour ceux que ça concerne. Donc ensuite, pour le computer-based, les avantages, l'avantage principal, si c'est un avantage, ça dépend des gens, c'est que les résultats sont plus rapides. Donc vous avez les résultats en 3 à 5 jours, alors que pour le paper-based, ça dépasse la semaine, voire ça dépasse des fois 13 à 14 jours. Pour le computer-based, il y a aussi les centres d'examen qui le proposent, le font plus fréquemment, donc il y a moins de centres qui le proposent, mais
puisque le computer-based, on peut faire passer beaucoup plus de personnes en même temps et plus rapidement, bah, ceux qui proposent, les centres d'examen qu'ils proposent, bah, ils vont proposer plus de dates. D'accord? Donc, ce qui peut être intéressant pour ceux qui ont accès à ce format. C'est plus adapté par contre à ceux qui ont l'habitude de lire ou d'écrire sur l'écran clavier. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser un ordinateur, bah, je pense que ça sera plus facile pour eux. Et il n'y a pas de problème d'écriture. Quand je dis pas de problème d'écriture, c'est-à-dire bon, lorsqu'on écrit à la main, parfois peut-être on n'écrit pas bien un mot, etc. Mais lorsqu'on va écrire sur PC, l'évaluateur ou la personne qui va évaluer ou lire ce que vous avez écrit, bah, il n'y a pas de problème d'écriture ou enfin pas de problème d'orthographe, mais plutôt de style d'écriture. Elle va bien sûr comprendre ce que vous avez écrit. Et je parle aussi du comptage des mots parce que dans la partie écriture, dans le writing, vous avez aussi quelque chose qu'il n'y a pas bien sûr dans le paper-based, c'est que lorsque vous allez taper, lorsque vous allez commencer à écrire votre essai, vous allez voir le nombre de mots qui se met à jour automatiquement. Donc vous savez à peu près combien de mots, enfin pas à peu près, vous savez exactement combien de mots il y a dans votre texte. Donc on verra par la suite que le nombre de mots est important. Et bien dans la partie computer based, vous avez ceci qui se fait automatiquement. Alors pour ce qui est du online, le computer based online, j'ai mis une remarque ici, bon, c'est assez récent. Il faut vraiment s'informer sur est-ce que c'est possible de le faire lorsqu'on est dans un pays ou un autre. Par contre, c'est les mêmes avantages que le computer-based, c'est-à-dire que vous allez passer comme si c'était en centre d'examen sur ordinateur. Et l'avantage, vous serez dans un environnement familier, hein, chez vous, au travail, là où vous êtes vraiment familier. Mais ce qui est possible aussi, c'est de passer le truc online, mais sous plusieurs formats. Ok? Full computer, même papier, d'accord? Vous pouvez passer certaines épreuves sous papier et d'autres sous ordinateur. Alors c'est assez particulier, j'en parle pas vraiment parce que même ça dépend vraiment des centres d'examen et ce qu'ils proposent. Voilà. Mais les plus répandus, bien sûr, c'est le computer based en full sur computer et le paper based. Maintenant, on va parler de chacune des épreuves. Alors, je vais commencer par les deux épreuves qui sont communes entre académique et general, et ensuite on va parler de la différence qu'il y a sur les deux autres épreuves. Alors, je vais commencer par le listening, donc l'écoute. Alors, c'est une épreuve qui va durer 30 minutes, et tout à l'heure j'avais dit qu'il y avait une petite différence entre computer et paper based. Alors, lorsqu'on fait lorsqu'on passe le IELTS sous format papier, on a 30 minutes qu'on écoute, voilà, et on prend des notes, ou on répond directement sur le petit livret qu'on a. Et ensuite, on a 10 minutes en plus pour pouvoir transférer ses réponses. Donc ça, c'est vraiment propre au paper-based. Je précise, sur le computer-based, une fois les 30 minutes terminées, il n'y a plus moyen voilà, d'avoir plus de temps pour cocher ou bien pour remplir ses réponses. Donc ça peut être un avantage lorsqu'on le passe sous format papier. Donc on a 10 minutes. Et souvent, si on a bien répondu à peu près toutes les réponses, on peut utiliser aussi ces 10 minutes pour pouvoir voilà, essayer de trouver la réponse ou ce qu'on appelle le guess, imaginer une réponse et la mettre. Alors que lorsqu'on le passe sous format computer-based, lorsque le temps est terminé, il est terminé. Bien sûr, on a le temps de répondre entre les parties de l'épreuve. On a souvent 30 secondes, voire 15 secondes, voire une minute pour pouvoir vérifier ses réponses. Mais voilà, pour ceux qui ont beaucoup de réponses à reporter, ça peut être intéressant de passer sous format papier rien que pour ça, d'accord? Donc vous avez le nombre de questions, c'est 40 pour les deux. 40 questions, que ce soit l'académique ou le general. Et chaque réponse, chaque bonne réponse va valoir un point. Bien sûr, les réponses, vous allez avoir un livret dans lequel il va y avoir les questions ou ce que vous allez suivre pendant l'écoute. Et vous allez avoir une feuille dédiée spécialement à la réponse. Sous format papier, bien sûr. Lorsque vous le passez sur le computer-based, vous allez cocher vos réponses ou les remplir directement
sur le système. Donc, comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler, vous allez écouter 4 enregistrements. Il va y avoir un premier enregistrement, c'est une personne ou une conversation entre deux personnes dans un contexte social du quotidien. Par exemple, vous allez avoir une personne qui va appeler pour réserver une chambre d'hôtel, ou bien une personne ou un étudiant qui va appeler pour avoir des informations sur telle ou telle formation à l'université, etc. Ensuite, le deuxième enregistrement, ça va être un monologue dans un contexte social quotidien. Bon, par exemple, le discours d'une personne sur, par exemple, un politique qui va parler de l'allocation d'appartements au centre-ville, ou bien, voilà, c'est vraiment un contexte particulier, mais du quotidien, d'accord? C'est pas quelque chose d'assez complexe. Le troisième enregistrement, là, ça commence à devenir un peu plus difficile parce que c'est plus une conversation entre un maximum de 4 personnes, donc c'est soit 2, 3 ou 4 personnes qui vont parler, mais dans un contexte plutôt d'éducation ou de formation. Vous allez par exemple un tuteur universitaire qui va discuter avec 2 ou 3 étudiants sur un sujet particulier, sur un projet sur lequel ils travaillent, etc. Le quatrième, ça va être un monologue sur un sujet assez complexe. Donc par exemple un cours universitaire, etc. Donc je rappelle que ces 4 enregistrements, que ce soit l'académique ou le general, c'est les mêmes, d'accord? Le listening, tout le monde le passe ensemble. Donc ces 4 enregistrements, on va partir du plus simple au plus complexe. Bien sûr, du premier enregistrement au quatrième enregistrement, il va y avoir une certaine évolution dans le vocabulaire et dans la grammaire. Et bien sûr, dans les accents des personnes. Parce que souvent, on va trouver 2 personnes, voire 3 personnes qui vont parler avec un accent légèrement différent. Et bien sûr, ça c'est fait pour voir si vous pouvez comprendre le contexte, même si c'est des personnes différentes qui parlent. Alors ensuite, les types de questions. Alors, ce qu'on va trouver comme type de questions, que ce soit pour le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième enregistrement, donc il n'y a pas de règle. Ce qu'on peut trouver, c'est soit des questions à choix multiples, d'accord, soit des correspondances. Vous dites que tel titre correspond à tel sujet de parole, etc. Soit vous allez avoir un genre de plan, de carte, de diagramme, d'étiquetage, des formulaires, voilà, des résumés, etc. que vous allez devoir compléter en même temps et vous allez devoir remplir, pardon. Soit vous allez avoir un genre de paragraphe qui est un résumé et où il va manquer certains mots. Donc vous allez, disons que ceux que vous écoutez, ils parlent de quelque chose, et il y a un paragraphe qui résume un peu tout ce qu'ils disent. Et vous allez avoir certains mots qui vont vous être demandés de mettre. Ou bien on a aussi le classique des questions à réponse courte, donc simplement une question avec une réponse à donner. Voilà. Maintenant pour la notation, donc une fois que vous avez fini de répondre, vous allez avoir un certain nombre de points, entre 1 et 40. Ok? Donc, suivant le nombre de points ou le nombre de bonnes réponses que vous avez, vous allez avoir un certain band score. Donc, par exemple, si vous avez 39 ou 40 réponses justes, vous allez avoir un 9. Entre 37 et 38, vous allez avoir un 8,5. Entre 35 et 36, un 8, et ainsi de suite. Donc ça, pour la notation, elle est la même, que ce soit l'académique ou le général, bien sûr, parce qu'on les passe en même temps. Et puis, ce tableau, vous pouvez y revenir pour savoir à peu près où vous en êtes. Bon, je laisserai le lien vers la source sur les band scores pour que vous puissiez la consulter. Alors, on aura fini avec le listening. Maintenant, je passe au speaking. Alors, le speaking aussi, c'est le même que ce soit l'académique ou le general. C'est une épreuve qui va durer entre 11 et 14 minutes. Et le nombre de questions, c'est suivant les parties, suivant comment ça va évoluer. Pour l'évaluation, là, l'examinateur, c'est quelqu'un qui est certifié et qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir donner une note ou un band score. Mais il va se baser sur 4 choses. Ça va être la fluidité et la cohérence de votre discours,
les ressources lexicales, donc tout ce que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez un range de mots assez élevé? Est-ce que vous avez un vocabulaire élevé? Et la portée, la précision de votre niveau de grammaire. Est-ce que vous utilisez différents temps? Est-ce que vous savez les utiliser dans les bons contextes et ainsi de suite? Et bien sûr, la dernière chose, c'est la prononciation. Donc, si votre prononciation est assez compréhensible. Donc, pour les réponses, il faut savoir que l'interview est enregistrée. Donc, bien sûr, l'examinateur vous dira qu'on va commencer l'enregistrement, etc. Et voilà. Donc, pour le déroulement, donc la première partie, ça va être une première partie qui va durer 4 à 5 minutes. C'est plutôt une présentation et un entretien rapide. Là, l'examinateur, il va commencer à se présenter et il va vous poser des questions de façon générale sur votre maison, la famille, le travail, les études, les intérêts, quels sont vos hobbies, est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous étudiez, dans quel domaine vous travaillez, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est des questions générales sur vous et votre entourage. Ensuite, le nombre de questions, bien sûr, il est non déterminé. Ça dépend de vos réponses. Si vous répondez oui, non, peut-être, voilà, c'est des petites réponses, votre examinateur va continuer à vous poser des questions. Pour la deuxième partie, alors, lorsque la première partie est terminée, l'examinateur vous dit, voilà, on a terminé avec la première partie, maintenant on passe à la deuxième partie. Alors, il va vous expliquer, comme quoi on va vous donner une carte. D'accord, une carte, là j'ai pris un exemple de carte de questions. Donc c'est une carte qui va vous demander de parler d'un sujet en particulier. Et il va vous donner des précisions. Par exemple, ici, décrivez un événement dans lequel vous avez été présent récemment. Et on va vous demander où est-ce que c'était quoi. Vous allez devoir dire qui était là-bas, qu'est-ce qui s'est passé. Et décrire aussi ce qui vous a plu ou pas. Donc ici, là c'est juste un exemple, d'accord. On vous donne une carte, on va vous donner aussi une minute de préparation. Donc pendant une minute, l'examinateur va vous laisser tranquille, il va rien vous dire, il vous dit voilà, la minute commence maintenant. Donc vous allez prendre une minute, vous allez avoir un crayon et un bout de papier sur lequel vous mettre vos notes, ok. Et une fois la minute terminée, la minute de préparation, là j'ai mis minute avec S, donc c'est sans S. Une fois la minute terminée, l'examinateur va vous dire voilà, la minute est terminée, vous pouvez commencer à parler. Alors, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ici, l'examinateur il va se taire, d'accord? Il va pas parler, il va vous laisser parler pendant 1 à 2 minutes. C'est vraiment à vous de parler, c'est un monologue, c'est le discours du candidat. Ce que vous pouvez dire pendant 2 minutes sur ce sujet. Et là, bien sûr, pour juger, il va voir si vous répondez à toutes les questions, si vous arrivez à avoir une fluidité entre les réponses, si vous trouvez un bon moyen de répondre à toutes les questions, ok, et ainsi de suite. Donc, ce dont on a parlé ici, voilà, les fluidités, les ressources lexicales, etc. Donc, il va vous arrêter à 2 minutes. Bon, parfois, à la fin, il pose aussi 2-3 questions, mais très très rapides, hein, d'accord? Et ces 2-3 questions, c'est surtout pour permettre de passer de la deuxième partie à la troisième partie. Alors, la troisième partie, on va dire que c'est la plus compliquée, mais bon, ça dépend des gens, d'accord? Souvent, les gens trouvent que c'est la deuxième partie qui est la plus compliquée parce qu'ils doivent vraiment parler sans s'arrêter pendant 2 minutes. Voilà. Bon, le conseil que je peux donner pour la préparation de cette deuxième partie, c'est que lorsque vous faites votre préparation et que vous avez un sujet, essayez de parler pendant plus de 2 minutes. 3 à 4 minutes, ça va vous permettre d'être bien prêt pour 2 minutes. Alors ensuite, pour la troisième partie, c'est une discussion. Donc là, l'examinateur va vous poser des questions un peu plus approfondies, d'accord? Un peu plus abstrait, de façon un peu plus générale, et ça va avoir un lien avec la deuxième partie. Donc là, on a parlé d'un événement. Par exemple, dans la partie 3, il va commencer à vous poser des questions sur est-ce que vous pensez que les fêtes nationales sont importantes pour un pays? Est-ce que vous pensez que vous devez impliquer votre famille lorsqu'il y a une fête, etc. Donc c'est des questions un peu plus complexes dans lesquelles plutôt vous allez parler de votre point de vue,
vous allez exprimer ce que vous pensez, etc. Donc après le nombre de questions aussi ici, il dépend de votre temps de réponse parce que si vous prenez le temps de structurer une réponse, de parler, de donner voilà une réponse complète, bah forcément vous allez prendre du temps et qui dit plus de temps pris pour les réponses, vous allez avoir moins de questions. Parce que voilà, tant que le temps n'est pas terminé, bah, l'examinateur il continuera à vous poser des questions. Donc faut bien être prêt à répondre ou à donner des réponses assez complètes. Donc pas prendre les 5 minutes pour répondre à une question bien sûr, mais voilà, essayez de prendre 30 secondes, avoir une minute pour répondre à une question de façon assez complète. Donc ça, c'est tous les 4 épreuves pour le speaking. On passe maintenant au reading. Alors, la lecture. Alors ici, il va y avoir des différences entre l'académique et le general. Donc jusqu'à maintenant, c'était la même chose. Ceux qui passent l'académique ou le général, ils passent en même temps. Ici, non. Pour le reading, ceux qui passent l'académique et ceux qui passent le general vont le passer de façon séparée. Même s'ils sont ensemble dans la salle d'épreuve, ils vont avoir des livrets différents. Donc la durée de cette épreuve, c'est 1 heure, donc 60 minutes que vous pouvez utiliser comme vous voulez sur les 3 parties. Donc on va voir que l'épreuve, elle contient 3 parties. Et vous pouvez prendre ce que vous voulez comme temps dans la première, la deuxième ou la troisième partie. Même si, voilà, on conseille de faire en sorte de prendre 10 à 15 minutes pour la première, plutôt 20 minutes pour la deuxième, et tout ce qui reste pour la troisième partie parce que c'est la plus longue. Le nombre de questions, ça reste toujours 40 et ça sera toujours 1 point pour chaque réponse. Bien sûr, vous répondez sur une feuille de réponse dédiée lorsque c'est sur paper-based et sur PC lorsque c'est le computer-based. Bon, là par contre, j'attire votre attention sur quelque chose, c'est que les fautes d'orthographe et de grammaire sont pénalisées. Si une question vous demande de donner une réponse qui devrait être au pluriel et que vous ne mettez pas la réponse au pluriel, ben là c'est pénalisé, vous n'avez pas le point. Si vous oubliez par exemple un L ou un R dans un mot et que toute votre réponse est correcte, mais que vous oubliez une lettre, là c'est compté comme faux. Donc il faut faire très très attention à donner exactement la bonne réponse. Donc les types de questions, aussi que ce soit pour l'académique ou le general, ça va être soit des trucs de type choix multiple, ça, soit des true, false, not given. Donc on va vous donner une information, vous devez dire si cette information est vraie ou fausse ou si elle n'existe pas du tout dans le texte. Bon, identifier des points de vue ou des affirmations de l'auteur et faire des correspondances soit entre des informations dans le texte, soit des titres au paragraphe. Donc on vous donne un certain nombre de titres et vous dites si ce titre correspond à tel paragraphe ou pas, ou de caractéristiques. Vous pouvez avoir des questions de type completion, donc vous devez compléter soit un résumé, soit des phrases, soit des tableaux, d'accord? Vous avez un tableau dans lequel il manque des informations, vous mettez ces informations, soit des organigrammes, des plans, voilà. Et bien sûr toujours le classique question à réponse courte. Alors maintenant la différence entre les deux. Alors la différence elle va plutôt être dans le contenu ou dans la forme des paragraphes. Donc pour l'académique, vous allez avoir 3 textes assez longs. D'accord? C'est 3 textes qui sont assez longs. Et c'est des textes qui vont parler un peu des descriptifs, des trucs factuels, ou bien de l'analytique, etc. Ça va tirer de livres, de revues, de magazines ou de journaux scientifiques souvent. Et donc c'est un langage assez soutenu ou assez formel, je devrais dire. C'est des textes qui sont assez longs. C'est plutôt des textes qui sont sélectionnés pour un public de non-spécialistes, d'accord? C'est pas parce que ça parle de quelque chose de scientifique que vous devez être spécialiste dans le truc. Mais voilà, c'est plutôt des personnes qui vont viser de l'université ou une certaine profession. Donc ils doivent quand même avoir un certain vocabulaire et langage propre à ça, d'accord? Donc ils doivent pouvoir se débrouiller un peu dans ce genre de texte. Par contre, pour le general, ça va être 3 sections, et chacune des sections va comprendre plusieurs paragraphes, d'accord, ou des extraits de livres, de magazines, de journaux, plutôt de journaux d'information, d'avis, des publicités, des manuels d'entreprise ou des manuels d'utilisation d'un objet, etc. Donc vous voyez, la différence, c'est plutôt dans le contenu.
Alors, pour le general training, c'est des documents qu'on va rencontrer dans la vie au quotidien, d'accord, dans un environnement anglophone. Alors que dans l'académique, c'est plutôt des textes ou des documents qu'on va retrouver vraiment dans quelque chose d'assez scientifique ou dans une profession en particulier. Donc le contenu n'est pas le même, le format des questions est le même, le nombre de questions est le même, la durée est la même, mais le contenu à l'intérieur n'est pas du tout le même. Donc pour la notation, donc une fois que vous avez voilà terminé de répondre, pour la notation, elle est légèrement différente aussi entre l'académique et le general. On va dire que pour l'académique, il est un peu plus comme il est un peu plus difficile d'avoir des réponses correctes. Vous allez par exemple voir que pour avoir 8,5, vous pouvez avoir entre 38 et 37 37-38 réponses correctes. Alors que pour avoir 8,5 dans le general, vous devez au moins avoir 39 réponses correctes. Donc on peut par exemple penser que pour l'académique, c'est plus léger dans la notation, alors que non, hein, c'est surtout parce que les épreuves dans l'académique sont un peu plus soutenues que dans le general. Voilà. Donc là, vous pouvez revenir sur ces tableaux quand vous voulez. Bon, bien sûr, je laisserai aussi la source pour que vous puissiez avoir ça lors de votre préparation. Donc comme pour l'autre épreuve du listening, l'écoute, voilà, suivant le nombre de réponses correctes, vous avez un band score qui vous est attribué, que ce soit dans le general ou l'académique. Et il y a une différence entre les deux. Alors, on passe maintenant au writing. Alors, writing aussi, il y a quelque chose de pareil entre l'académique et le general. Et il y a des différences. Donc, que ce soit l'académique ou le general training, la durée aussi, elle est d'une heure. Le nombre de questions, alors c'est plutôt pas le nombre de questions, mais plutôt le nombre de parties. Vous avez 2 grandes parties. La notation, encore une fois, elle est faite par des examinateurs certifiés. Alors, par contre, ce qu'ils vont prendre en considération pour donner le band score, ça va être l'accomplissement de la tâche si vous répondez pleinement à la question, la cohérence et la cohésion de vos textes, et est-ce que vous utilisez un vocabulaire soutenu, et est-ce que vous utilisez bien sûr une grammaire qui est correcte. Donc voilà les quatre critères de notation. Maintenant, pour les deux types d'IELTS, vous avez à donner ici 2 parties. Donc vous allez avoir 2 textes à écrire. Le premier avec 150 mots, le deuxième avec 250 mots au minimum. Donc 150 et 250 au minimum, hein. Vous pouvez bien sûr les dépasser. Par contre, il n'est vraiment pas conseillé d'aller, par exemple lorsque vous avez 150, il faut mieux éviter d'aller plus que 200 ou 220 mots. Voilà, ça commence à faire un peu trop. Et lorsque vous avez à écrire 250 mots, il faut essayer de pas aller jusqu'à 350 voire plus, d'accord? Donc de toute façon, vous avez des feuilles d'examen qui sont assez limitées. Bon, on vous donnera une autre feuille si toutefois vous devez dépasser, mais voilà, le conseil que je peux vous donner dans le premier texte, c'est essayer d'avoir un texte entre 150 et 200 voire 220 mots, et dans le deuxième, entre 250 et 300 voire maximum 350 mots, d'accord? Donc maintenant, la différence entre les deux, c'est que dans l'académique, vous allez voir dans les deux parties. Dans la première partie, vous allez avoir un graphique, un tableau, une carte, un diagramme, des données, voire des processus de fonctionnement d'un objet que vous devez, voilà, décrire, résumer, expliquer. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est plutôt dans l'aspect scientifique, si on veut, d'accord, ou plutôt scientifique ou pro. Donc, processus de fonctionnement, par exemple, d'une machine, etc. Ou un diagramme, un graphique de type histogramme ou autre, que vous devez décrire ou expliquer. Dans la deuxième partie, ça va être de rédiger un essai. Un essai qui va parler d'un point de vue ou d'un argumentaire. Mais le point le plus important, c'est que ce soit la première ou la deuxième partie, vos réponses, elles doivent être rédigées dans un style formel. Donc vous devez utiliser un langage formel lorsque vous parlez. Vous ne pouvez pas utiliser des expressions familières ou par exemple parler avec un je ou un tu, ou etc. Donc vraiment le style doit être assez formel dans votre explication. Comme si vous écrivez quelque chose
de scientifique où vous devez remettre. Voilà. Par contre, dans la partie générale, dans la première partie, vous allez devoir écrire quelque chose qui ressemble à une lettre pour demander une information, pour expliquer quelque chose à un collègue. Par exemple, moi je me rappelle, c'était écrire à quelqu'un parce que vous allez aller dans sa ville et vous allez lui demander un peu qu'est-ce qu'il y a de bien à faire voilà, là où il habite. Voilà. Vous pouvez, donc ça peut être un style, de toute façon, un style personnel, semi-formel ou même formel. Si vous devez envoyer une lettre à un employeur, le style doit être bien sûr formel. Dans la partie 2, c'est aussi un essai. Ok, vous allez aussi parler d'un point de vue, d'un argumentaire, mais vous pouvez utiliser un style personnel. Vous pouvez prendre par exemple moi, je pense que, etc. Alors que dans l'académique, il faut plutôt se baser sur des faits, quelque chose de factuel, en donnant des exemples et rester vraiment, je dirais, avoir un certain recul dans votre texte. Alors que dans le general, dans la partie 2, lorsque vous présentez un point de vue, vous pouvez dire je pense que, à mon avis, etc. Voilà, donc c'est vraiment ça les deux différences entre les deux. Alors, maintenant que vous avez compris tout ce qu'il y a comme épreuve et la différence entre l'académique et le general, on va essayer de voir comment trouver un centre d'examen. Donc, je vous laisse le lien dans la description. Donc, moi, je vais aller sur ce site. Voilà. Alors, vous tombez toujours dans le site officiel et vous allez dans Book Test. Book Test. Et vous allez dans IELTS. Alors, j'ai pas parlé du IELTS for UKVE and IELTS for Life Skills parce que c'est vraiment des choses qui sont dédiées au Royaume-Uni. C'est pour en fait, c'est indispensable pour les gens qui font la naturalisation en Angleterre, etc. Bon, j'en parle pas trop parce que c'est vraiment très spécifique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le IELTS. Donc, on va aller sélectionner notre IELTS. You can choose from IELTS Academic or IELTS General Training. Alors, faites votre choix, ok. Sinon, vous allez chercher suivant le pays. Donc, par exemple, je vais choisir... Allez, je vais prendre... allez, la Grèce. Et je dis Find a Test Location. Donc, il va chercher et il va me donner tous les centres d'examen dans lesquels je peux passer le IELTS. Alors, ce qu'on voit de ce qu'il y a de différent, par exemple, ici, le British Council à Athènes, où vous avez ce petit logo et écrit Available, ça veut dire que ici, vous pouvez passer le IELTS sous format papier et sous format sur ordinateur, donc en computer-based. Par exemple, ici, non, vous pouvez le passer que sous format papier, et ainsi de suite. Donc, vous allez choisir votre centre d'examen, par exemple, je vais prendre celui-là. Donc, une fois que vous choisissez votre centre d'examen, on vous donne des informations. Donc, peut-être que vous voulez vous rendre sur place, ou etc., ou les contacter pour poser des questions. Et on vous donne aussi, bien sûr, les frais à payer. Donc, si vous êtes, voilà, vous savez ce que vous voulez par exemple vous inscrire pour le computer based, vous choisissez votre computer, vous allez arriver sur cette page. Donc ici, on vous demande maintenant est-ce que vous voulez passer l'académique ou le general. Par exemple, je vais dire le general training. Bon, on vous redemande encore une fois l'endroit. Bon, vous choisissez Athènes. On avait pris Athènes, c'est ça? Voilà. Donc une fois que vous avez choisi Athènes, si vous avez des problèmes, si vous êtes handicapé, etc., vous pouvez choisir ça et on vous donne des informations sur ce qui est possible pour les personnes handicapées. Alors ensuite, voilà, vous pouvez choisir le IELTS on paper et le IELTS on computer at the center. Donc comme vous voyez, comme tout à l'heure j'ai dit les résultats en 13 jours, là les résultats en 3 à 5 jours. Donc je vais laisser IELTS on computer based. Alors après on vous demande quand est-ce que vous voulez passer le test. Bon, vous pouvez soit choisir let me choose the dates, donc on vous donne les dates qui sont disponibles, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Soit on vous affiche toutes les dates. Bon, généralement on va plutôt partir sur ça. Donc vous choisissez par exemple de passer le 30. Ok, du 22 au 30. Bon, là vous choisissez vraiment une marge et c'est eux qui vont vous donner la date exacte une fois qu'ils ont créé les groupes. Donc search for test.
Et là, il vous a trouvé une place le 23 septembre, le 25 septembre et le 25 septembre aussi, le 26. Donc vous avez là, vous n'avez qu'à choisir celui qui vous intéresse, voilà, en computer. Donc vous pouvez voir ici, tout se passe le même jour, que ce soit le speaking ou bien les autres épreuves. Ça se passe le même jour, le 23, le 23, 25, 25, 25, 26, 26, 26. Donc, par exemple, on va aller revenir, on va choisir on paper. Donc là, vous allez voir que voilà que le nombre de places disponibles est assez limité. On va dire que c'est tout ça. Donc là, vous voyez, bah, ça se passe le même jour. Parfois, vous avez le speaking qui est dans un jour différent. Mais là, ils ont le moyen de le faire le même jour. Donc ils le font. Donc face to face. Juste une petite remarque tant qu'on y est. Bon, durant le Covid, ce qui se faisait en face-to-face, c'est-à-dire l'examinateur, au lieu de venir sur place, on faisait ça de façon à distance. Donc vraiment, il y avait tout un système derrière qui était mis en place de façon à garantir que vous ayez une bonne connexion Internet, que vous pouvez parler, mais c'était vraiment à distance. Hein, pas, la personne n'était pas physiquement sur place. Donc ensuite, ben, il suffit de mettre book for test. Vous remplissez email, voilà. Bon, ça c'est vraiment classique. Donc vos informations personnelles, etc. Faites très attention à mettre le bon nom, le bon numéro de passeport, etc. Le bon numéro de téléphone, parce que risque de vous contacter s'il y a un changement de date ou s'il y a quoi que ce soit. Donc faites très attention à donner exactement les mêmes informations. Bon là, si vous avez, voilà, si vous devez passer. Si c'est votre fils qui doit passer le test, c'est à vous de le faire, si la personne a moins de 18 ans. Et voilà, donc sinon ça reste assez classique. Donc vous allez remplir des informations et passer directement au paiement. Donc je reviens sur ma présentation. Donc ça c'était pour trouver un centre d'examen et pour bien sûr réserver une date. Et je reviens au maintenant, je vais terminer la vidéo en parlant de quelques conseils et directives pour se préparer. Alors, pour pouvoir se préparer au IELTS, bah, la première conseil que je peux vous donner, c'est de vous rendre sur les réseaux sociaux. Bon, vous allez trouver différentes pages, différents comptes dédiés à ça. Et surtout, vous allez avoir l'avis des gens et souvent, vous allez avoir les questions voilà, qui se répètent dans cette période. Il n'y a pas de questions qui se répètent de façon, entre deux examens, mais le contexte. Voilà, le même contexte, le même genre de questions, etc. Aussi, le jour d'examen, pendant les examens, évitez à tout prix d'entrer dans une situation de conflit. Si il y a tentative de fraude, votre examen sera annulé, vous serez banni pour un certain temps. Donc vraiment évitez. Évitez de regarder les autres personnes, évitez vraiment de vous mettre dans des situations de conflit parce que ceux qui vous surveillent ou l'examinateur, etc. Voilà, il sera implacable sur ça. Soyez sûr que les surveillants du IELTS ainsi que les examinateurs, ils font vraiment un travail très professionnel et ils rigolent pas sur la fraude. Voilà, vraiment, il n'y a pas de moyen de négocier ou quoi que ce soit. Vraiment, faites votre examen dans les meilleures conditions possibles. Aussi, si j'ai vraiment quelque chose à vous dire, pour passer l'examen, il faut vraiment investir dans la préparation. C'est vraiment la clé. Plus vous vous préparez, plus vous savez ce que c'est le IELTS, plus vous pouvez le passer sereinement et avoir le bon band score. Je le disais dans une autre vidéo, mais avoir un bon niveau d'anglais ne veut pas forcément dire qu'on va avoir un bon score dans le IELTS. Le IELTS, c'est une épreuve, c'est 4 épreuves, pardon, qui sont très intenses. Il faut que votre cerveau soit prêt pour les 4 épreuves. On l'a vu, souvent vous allez les passer en une seule journée, donc vous serez hyper fatigué. Surtout que vous allez passer le listening en premier lieu. Donc c'est l'épreuve qui demande vraiment le plus de concentration parce que vous allez devoir écouter, lire les questions et répondre en même temps. Donc lire, écouter et écrire. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent qui demande beaucoup de concentration. Donc aussi essayer d'être reposé
N'allez pas au IELTS si vous n'avez pas dormi la nuit. Ça sera très compliqué. Euh, voilà, donc il faut investir dans sa préparation surtout. En achetant des livres, en regardant des vidéos, prendre des notebooks. Donc je profite de la vidéo pour vous montrer un notebook qui est très intéressant. Donc celui-là, le IELTS Exam Preparation Partner, je vous laisserai les liens suivant votre pays. Il est sur Amazon, donc vous pouvez le feuilleter. C'est un notebook, donc c'est simplement quelque chose sur lequel que vous allez utiliser pour votre préparation, mais dans lequel vous allez retrouver un peu tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc les différences qu'il y a entre académique et general training. C'est un notebook qui est divisé en 4 parties. Donc sur le listening, vous allez retrouver un peu des informations sur ce qui est le IELTS. Et de temps en temps, donc vous avez de quoi écrire bien sûr, et de temps en temps vous allez avoir des trucs du style Basic vs Advanced English, donc Ask, Inquire, Need, Require. Vous allez trouver des conseils sur la lecture, sur l'écriture, etc. suivant la section. Donc c'est vraiment un livret qui est divisé en 4 parties. Lorsque vous allez vous préparer pour le listening, vous allez écrire dans le listening. Lorsque vous allez vous préparer pour l'écriture, vous allez écrire dans la partie écriture. Et vous avez des conseils sur la partie dans laquelle vous êtes. Et de temps en temps, vous avez aussi, je me rappelle bien, un truc sur l'auto-évaluation. Donc vous allez avoir des pages, bon là ils apparaissent pas lorsque je feuillette, mais vous avez toutes les 4 ou 5 pages si je me rappelle bien, une page d'auto-évaluation où vous allez mettre voilà, les points forts sur lesquels j'ai travaillé, les points faibles sur lesquels je dois travailler, et un résumé ou un idiome, c'est-à-dire des expressions en anglais que vous pouvez utiliser. Donc, not just a notebook. Donc ça, c'est vraiment un notebook que vous pouvez utiliser pour la préparation de votre IELTS. Donc, sur ce, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là, je vous remercie pour la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions dans la partie des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis bon courage pour votre préparation et bon courage pour l'examen.